il faut que tu dépenses plus d'énergie que tu en consommes pour perdre du poids. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Dans cette vidéo, on rétablit enfin la vérité sur la perte de poids ou la prise de poids. Alors reste bien jusqu'au bout et pense à t'abonner, tu vas en apprendre des choses. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps nécessite de l'énergie pour couvrir ses besoins. Le métabolisme de base est ta dépense énergétique de repos. En bref, combien d'énergie tes tissus et organes utilisent pour fonctionner. Cette part n'est pas négligeable puisque c'est environ 60% de notre dépense énergétique totale. C'est-à-dire le grand minimum à couvrir. Il existe différentes formules pour le calculer qui prennent en compte le sexe, l'âge, la taille ou encore le poids. Ensuite, on retrouve le NAP ou niveau d'activité physique qui lui aussi a un coefficient variable. On peut parler d'activité physique directe, par exemple via le sport, ou indirecte comme le NEAT qui correspond à l'activité physique quotidienne, comme marcher, porter quelque chose, faire du jardin, du ménage, etc. D'ailleurs, il existe une notion appelée METS qui reprend les différents degrés de dépense d'une activité physique, du moins intense au plus intense. En bref, c'est sur ce NAP qu'on a le plus de marge de manœuvre. Ensuite, on a la thermogénèse alimentaire qui correspond à l'énergie dépensée par notre digestion. Là-dessus, on n'a pas tellement de marge, mais c'est intéressant d'avoir en tête que les protéines permettent de dépenser plus d'énergie que les glucides ou les lipides. Enfin, une autre dépense concerne la thermorégulation, c'est-à-dire l'énergie dépensée par notre organisme pour maintenir sa température constante. Maintenant, concernant la gestion du poids, le modèle le plus robuste concerne la balance énergétique. On va faire très simple. On vient de voir toute la partie des dépenses correspondant à nos besoins énergétiques du jour. Si nos apports alimentaires couvrent ces besoins à 100%, la balance est stable. En revanche, si nos besoins ne sont pas totalement couverts, on puisera dans nos réserves et le poids descendra. Cela traduit le déficit calorique. Ce terme fait souvent grand débat, mais c'est juste la différence entre les apports et les dépenses dont on vient de parler. Par exemple, 1 moins 2 égale moins 1. Il n'y a pas de débat sur ça. On peut noter que des personnes arrivent à créer ce déficit sans s'amuser à tout calculer, ni peser d'ailleurs. Et bien sûr qu'il y a tout un ensemble à prendre autour de ça. A l'inverse, si on est au-dessus, l'organisme stockera le surplus et le poids augmentera. Maintenant, comment s'y prendre? Comme on l'a vu, la partie des dépenses est modulable, notamment via la partie activité physique. Qui ne veut pas forcément dire sport à part entière d'ailleurs. Sur la partie des apports, là aussi l'alimentation a un rôle clé. En fonction de l'objectif, la densité énergétique des aliments aura toute son importance, c'est-à-dire le rapport volume de l'aliment et l'énergie qu'il contient. Les légumes ont une densité énergétique faible puisqu'ils prennent beaucoup de volume pour peu de calories, alors que les féculents par exemple permettent d'apporter plus d'énergie dans un plus petit volume. La nutrition est un sujet complexe. Il y a aussi la densité nutritionnelle à prendre en compte, avec tous les micronutriments pour couvrir nos besoins en vitamines, minéraux par exemple. L'effet satiétogène, c'est-à-dire la capacité d'un aliment à nous caler, aura aussi toute son importance, notamment grâce aux fibres. Enfin, il y a aussi le mode de vie global à tenir compte, comme le sommeil, le stress ou encore l'hydratation. Pour conclure, on voit bien qu'on n'a même pas parlé d'insuline ici, pourtant souvent mise en avant dans la gestion du poids. Si tu veux qu'on en parle, écris-moi insuline en commentaire. Allez, à la prochaine!